Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu urgence dermatologique et maladies fréquentes. C'est interactif, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui sont en ligne, je répéterai ce que vous dites. J'ai pas de conflit d'intérêt. Connaître l'anamnèse spécifique à la dermatologie, donc ça c'est un de nos objectifs d'aujourd'hui. On va voir un petit peu les questions classiques, reconnaître les lésions cutanées élémentaires, et puis grâce à l'anamnèse et notre examen, on va pouvoir se demander s'il y a des signes d'alerte d'éruption cutanée ou alors est-ce que c'est quelque chose de bien plus courant. Dans l'anamnèse, on la divise généralement en deux. Il y a ce qui est spécifique au problème et il y a plutôt ce qui est environnemental. Donc ce qui est spécifique au problème, est-ce que vous avez des idées de questions à poser ? Oui, la chronologie, ça c'est juste. Chronologie, l'extension, la lésion un peu initiale, où est-ce que ça a commencé, est-ce qu'il y avait de la fièvre, est-ce qu'il y a des risques de maladies sexuellement transmissibles, des médicaments nouvellement introduits, puis des maladies chroniques. Oui, alors là, il y a un petit peu de tout. Il y avait donc du spécifique au problème et puis il y a aussi de l'environnement, donc les médicaments, le contact, les rapports sexuels non protégés. Est-ce qu'il y a... Savoir si c'est quelque chose qui fait mal, qui gratte, qui desquame, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, ouais, enfin la localisation on a déjà dit. Oui, donc tous les symptômes, quels sont les symptômes qu'on peut avoir en dermatologie à part le prurite? Oui, je l'ai entendu, c'est juste la douleur, hein, la peau qui fait mal. Et puis, je crois qu'on a dit les symptômes systémiques. Par rapport à l'environnement, donc qu'est-ce qu'on peut aussi poser d'autre comme question à notre patient pour avoir un petit peu plus une vue d'ensemble sur sa problématique? Oui, le contact. Exactement, on va toujours demander le métier de notre patient. Donc, est-ce qu'il est exposé à des substances chimiques? Est-ce qu'il travaille sur les toits et qu'il ne se protège pas du soleil? Autre chose? Le risque des maladies sexuellement transmissibles. Oui. Question que vous posez aussi très, très simplement à l'anamnèse médicale générale, hein, pas toujours dermatologique. Le changement de vêtements, de lessive, d'habitude, je dirais, Oui. au sens large, déménagement, peinture. Donc les expositions ou les produits de la vie quotidienne. Exactement, hein. Donc si on refait un petit peu le tour, donc il y a ce qui est spécifique au problème. Donc est-ce que c'est la localisation? Est-ce qu'il y a eu une extension? L'évolution? Est-ce que c'est la première poussée? Est-ce que ça a changé par rapport à l'aspect initial? Souvent, on ne consulte pas le premier jour de l'apparition des lésions, on consulte plus tard. Est-ce qu'il y a eu des démangeaisons, des brûlures, des douleurs? Il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'atteinte palmoplantaire ou même des muqueuses. On oublie le cuir chevelu, les ongles. Est-ce qu'il y a eu des signes systémiques? Est-ce qu'il y a eu de la fièvre, des douleurs articulaires? Et est-ce qu'il y a déjà eu un traitement qui a été mis? L'environnement, on a l'atopie. L'atopie, c'est un trait polygénique qui regroupe asthme, eczéma et allergie. Contact avec substances, produits ou l'exposition solaire, ça on a dit. Un patient qui est immunosupprimé. Un patient qui vient de rentrer de voyage. L'anamnèse sexuelle et puis les vaccinations. Ça, c'est un petit peu de manière générale. Alors, maintenant, il y a l'examen clinique. Donc, les patients, ils sont toujours un petit peu perturbés de notre examen parce que nous, on leur dit, on veut que vous enleviez tous les habits. Évidemment, vous gardez les sous-vêtements, hein, mais on aime bien voir la peau de manière complète dans son ensemble. Souvent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est juste au bras, puis nous, on voit quelque chose dans le bas du dos que le patient n'a pas vu. Les éléments importants, c'est les lésions élémentaires. Leur distribution, est-ce que c'est linéaire, est-ce que c'est annulaire, est-ce que c'est regroupé selon un bouquet ou un dermatome? Et la topographie, donc comme je dis, n'oublions pas les phanères et les muqueuses. Et puis pour certaines pathologies, on va faire des palpations des aires ganglionnaires. Donc un examen quand même complet. Si je vous dis lésion élémentaire dermatologique, qu'est-ce que ça vous évoque? J'entends des...
Ouais, donc papule, macule, est-ce qu'il y en a d'autres? Vésicule, pardon? Oui. Pustule, nodule, exactement. Donc on les distingue en deux différences. Il y a les lésions primaires qui sont le processus initial, donc les macules, les papules, les nodules qui sont des grandes papules, les vésicules ou les bulles qui sont des grandes vésicules avec un contenu clair, et puis les pustules. Les pustules, à savoir, on aime bien savoir si elles sont centrées ou non par un follicule. Si c'est centré par un follicule, on va plutôt avoir une idée de folliculite infectieuse, par exemple. Et puis, il y a les lésions secondaires qui sont dues à un ancien processus pathologique. Donc, la vésicule qu'on a grattée, qui est devenue une croûte, la papule qui s'est transformée en squame, qui est excoriée, les lésions palmoplantaires qui ont eu des fissures, ou même des pustules qui se sont regroupées, qui ont formé un ulcère. Ça, c'est plutôt secondaire, c'est pas le processus initial de la pathologie. Est-ce qu'il y a des questions? On peut passer aux vignettes cliniques? Parfait. Alors, cas plus ou moins fréquent. Patient de 17 ans, apparition brutale, très abrupte de plusieurs lésions cutanées sur le visage, y compris le tronc et les mains. Ça touche les lèvres. Il a aussi eu de la fièvre, il a des douleurs dans les articulations. Et puis, vous voyez dans ses antécédents qu'il a consulté une fois pour une éruption herpétique au niveau de la lèvre. Puis il vous dit que oui, il a ça de manière chronique. La dernière poussée, c'était il y a 10 jours. Est-ce que quelqu'un veut décrire les lésions ici au niveau de la main? Ça a l'air d'être des maculopapules en cible avec un bord surélevé et puis Exactement. un centre plus rehaussé, disons. Qui est typique d'une papule en cible, c'est tout à fait juste. Au niveau de la bouche, on va avoir même une lésion secondaire avec des croûtes. Est-ce que ça vous évoque un diagnostic en particulier? J'ai entendu. L'érythème polymorphe, c'est juste. Donc, l'érythème polymorphe, c'est des lésions qui apparaissent de manière rapide, en cible. Parfois, ce n'est pas toujours des cibles typiques, hein, comme vous pouvez le voir sur la photo juste ici, avec une atteinte des zones généralement acrofaciales. Il y a deux formes, la forme mineure et la forme majeure. Ce qui va les différencier, c'est l'atteinte des muqueuses. Les muqueuses, on parle souvent, quand on regarde est-ce qu'il y a une atteinte des muqueuses, on va regarder dans la bouche. On oublie les conjonctives, on oublie les muqueuses génitales et souvent aussi anales. C'est des patients qui, quand ils ont des formes majeures, parfois nécessitent une hospitalisation parce qu'il peut y avoir des troubles d'alimentation et puis plus rarement des rétentions urinaires et fécales. Les étiologies, donc la plupart du temps, hein, vraiment à chaque fois c'est par infectieux, mais on ne peut pas distinguer aussi, des fois il y a des médicamenteuses systémiques. Si on revient sur les infections, donc l'herpès c'est le plus grand pourvoyeur d'érythème polymorphe. Comme l'herpès, c'est aussi une infection chronique, il peut y avoir des érythèmes polymorphes récidivants. Il y a une autre forme qui s'appelle la mycoplasme pneumonique, qui s'appelle le Lyme, qui a été récemment décrit plutôt chez les enfants que chez les adultes, avec une atteinte au niveau des muqueuses très importante, avec vraiment des érosions. Et puis, certains cas rapportés dans la littérature de vaccination, et quand on ne trouve pas trop, on dit plutôt idiopathique. Le traitement, quand c'est une forme mineure, on va plutôt traiter avec des dermocorticoïdes. Et puis, si ce sont des formes plutôt majeures, cortisone péros. Et pour les patients qui ont des récidives, et notamment chez qui on a trouvé l'herpès, on va proposer une prophylaxie avec des antiherpétiques de minimum 6 mois. Si au bout de 6 mois, ça revient, on va continuer. C'est la dose prophylactique, donc c'est 500 mg qui est très bien supportée. Question sur l'érythème polymorphe? Alors, autre vignette, patient de 35 ans, éruption cutanée nouvelle, ça ne gratte pas. Par contre, des ganglions inguinaux qui sont douloureux. Quelle est la question que vous aimeriez bien lui poser? Risque d'IST? Oui. Est-ce qu'il a eu des rapports sexuels non protégés? La réponse est oui. Et puis, vous suspectez quelle maladie? Éventuellement de syphilis? Exactement, la syphilis, c'est un secondaire qui est la grande imitatrice. Ça, c'est un reflet d'une dissémination en fait, du Treponema pallidum.
L'incubation est entre 3 et 12 semaines. Et puis, c'est des lésions cutanées qui sont variées. La plupart du temps, on a la roséole syphilitique, qui sont des macules légèrement squameuses au niveau du tronc. Mais on peut aussi avoir des formes annulaires ou granulomateuses. Il y a souvent une atteinte des muqueuses et puis c'est bruyant, donc il y a de la fièvre et des symptômes systémiques. À savoir que parfois, il n'y a pas toujours l'histoire du chancre. Le chancre peut passer inaperçu, notamment chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes parce que c'est non douloureux. Donc, ils ne le voient pas, ils ne le sentent pas. Et le traitement, c'est une injection de benzylpénicilline et à différencier de la simple benzylpénicilline qui se donne intraveineux, celle-ci se donne intramusculaire. Un autre cas, patient de 24 ans cette fois, éruption cutanée nouvelle, état fébrile assez élevé quand même depuis 3 jours, des gros aftes comme vous pouvez voir sur la photo. Qu'est-ce que vous avez envie de lui poser comme question? Non, pas trop, il n'a pas tout digestif. Non, pas de nouveaux médicaments. Pas de douleur articulaire particulière. D'où il vient? De Suisse. Est-ce qu'il a déjà eu un herpès dans le passé? Oui, il s'en souvient pas trop. Non, il n'y a pas de notion de comptage. Il rentre de un séjour en France. Je vous embête un peu, hein. Il a aussi eu des rapports sexuels non protégés. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme maladie sexuellement transmissible aussi avec une atteinte des muqueuses et puis une atteinte cutanée? Oui, il y a la primo-infection HIV, exactement. Vous savez, parce que de toute façon, même si vous suspectez la syphilis, vous allez faire le panel des maladies sexuellement transmissibles, hein. Mais c'est une période d'incubation qui est aussi entre 3 à 6 semaines. C'est généralement une éruption morbilliforme avec une atteinte orogénitale. Il y a de la fièvre, la fatigue, il peut y avoir pharyngite, lymphadénopathie. Les aftes sont quand même très fréquents. Et un message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est le patient qui a déjà eu une dermatite séborique ou déjà eu un psoriasis qui est assez calme, puis d'un coup c'est une poussée mais qu'il n'a jamais eu, assez explosive. Il faut doser le HIV chez ces personnes, ça peut être aussi un signe d'infection VIH. Parfait. 67 ans, il est en bonne santé, hormis quelques arthralgies qui soulagent par des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et depuis 6 mois, ça a commencé par des lésions au niveau des bras. Ça le gratte, puis ça s'étend depuis quelques jours au niveau des membres, du tronc et puis jusqu'au visage. Comment on peut décrire l'état cutané du patient? Si je vous laisse les photos. Il y a un mot pour décrire. Alors, le Raynaud syndrome, c'est dû à la vancomycine. Il a pas reçu de vancomycine. C'est érythrodermie, oui, c'est tout à fait juste, hein. Et puis, érythrodermie, donc c'est une atteinte de plus de 80% de la surface cutanée. Quels sont les diagnostics à évoquer quand on a un patient érythrodermique? Toutes les réactions médicamenteuses. Oui, dermatose fréquente. Les lymphomes, exactement, hein. Donc, dans les diagnostics différentiels, on va faire ce qui est le plus courant. Psoriasis, eczéma, une autre maladie inflammatoire qu'on appelle le pityriasis rubra-pilaire, les réactions médicamenteuses et toutes les toxidermies au sens large, le TRESS, les néoplasies, notamment les lymphomes T, le syndrome de Sézary peut faire ça. Et puis, chez les patients immunosupprimés, il peut y avoir des gales norvégiennes. La dermatite actinique chronique, c'est une pathologie due au soleil qui peut s'étendre sur le reste du corps. La papulo-érythrodermie de Haut-Fuji, il faut chercher le lymphome, mais c'est aussi des patients qui sont tout rouges. Et puis des granulomatoses disséminées qui peuvent être des signes de maladies auto-immunes.
Les risques liés à une érythrodermie, donc c'est des troubles électrolytiques. Il peut y avoir avec tachycardie, une hypothermie, la peau est toute rouge, elle est enflammée, donc on perd beaucoup de chaleur, des œdèmes, une insuffisance cardiaque et des anémies. Est-ce que ces patients nécessitent une hospitalisation? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on les hospitalise? Qu'est-ce qu'on fait de particulier pour ces patients en dermatologie? On va faire des emballements. Hein, donc, c'est des patients qu'on va enduire de cortisol et puis on va les momifier un petit peu pendant 45 minutes. Ça va permettre de traiter la peau de manière rapide et plus globale. Maintenant, vous avez un patient qui a une érythrodermie, vous cherchez un petit peu les diagnostics à évoquer. Il vous dit qu'il a aussi une atteinte palmoplantaire, puis quand il se déshabille, il y a des squames partout dans votre cabinet, des grosses squames blanches comme vous pouvez voir sur la photo. Est-ce que ça vous évoque un diagnostic en particulier? Psoriasis, c'est juste. Dans le psoriasis, n'oubliez pas de regarder les ongles. Hein, il peut y avoir des décollements des ongles avec ce qu'on appelle les dépressions punctiformes. C'est pour ceux qui font de la couture, c'est comme des petits dés à coudre où il y a des petits points dedans. Un autre patient, il vous dit que ça a commencé au niveau des jambes par des plaques érythémateuses qui grattent énormément. Et quand il était petit, il avait déjà cette maladie, ça s'est un petit peu calmé, puis là, ça revient. Il a une allergie au pollen. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça gratte beaucoup. Oui. Alors, c'est pas tellement une réaction allergique. La dermatite atopique, c'est juste, hein, c'est de l'eczéma. Donc là, c'est pour vous faire un petit peu passer un message que les dermatoses courantes, psoriasis, eczéma, peuvent aussi faire des érythrodermies. Si on passe chez cette dame, elle a 49 ans, elle a une prothèse totale du genou, et puis ça c'est compliqué, il y a dû avoir une reprise au bloc opératoire. Elle a plusieurs antibiothérapies, la comoxicilline, la cipro, de la vanco. Elle a un prurite qui s'est développé au niveau des bras, des jambes, du tronc. Puis elle est, au niveau du visage, elle est très inconfortable. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous alerte au niveau de son visage? Oui, elle a un œdème du visage. Est-ce que ça vous évoque une pathologie en particulier? Mhm. Oui, c'est une réaction médicamenteuse qu'on appellera le DRESS. Hein, le DRESS, il est spécifique par rapport à cette atteinte du visage. Elle n'est pas toujours là, bien évidemment, mais si on la voit, c'est ça qu'on pense en premier. Il peut y avoir aussi une atteinte hépatique, rénale, pulmonaire, et celle qu'on redoute le plus, c'est l'atteinte cardiaque. C'est des patients chez qui on va demander s'il y a des douleurs rétrosternales, ils vont avoir un ECG quand on va les hospitaliser. Et puis, parce que l'hyperéosinophilie, en fait, peut faire des myocardites. De manière plus rare, il y a aussi des atteintes endocrinologiques et digestives. Les grands pourvoyeurs des DRESS, allopurinol, le plus connu, mais ne pas oublier aussi la dapsone et les antibiotiques. On a un score qui nous permet un petit peu de mesurer l'atteinte. C'est un score qui est diagnostique, donc si on a un doute, on peut, grâce à nos tests, savoir un petit peu s'il y a une atteinte. Et un score, après, quand vous le cherchez, il vous donne si l'atteinte est probable ou non. Donc il faut chercher s'il y a de la fièvre, s'il y a des adénopathies, l'éosinophilie. Elle n'est pas toujours présente, mais des fois il y a des lymphocytes atypiques. Ça, on vous le donne dans la prise de sang. L'atteinte cutanée, l'atteinte viscérale. Et puis on parle souvent des réactivations médicamenteuses, notamment le HHV6, mais il y a aussi les hépatites et le BV. Il y a des signes de gravité à connaître dans les cas de maladie toxidermie. Donc, est-ce que le patient a de la fièvre? Est-ce qu'il présente des troubles hémodynamiques? Le caractère douloureux de la peau? Est-ce qu'elle décolle? Il y a une atteinte des muqueuses et comme on vient de voir sur le DRESS, est-ce qu'il y a un œdème du visage? Ça, c'est vos signes à chercher. Et puis, on a une patiente qui consulte, de 25 ans. Elle est connue pour de l'épilepsie.
Son neurologue vient de lui introduire de la lamotrigine et puis elle a des douleurs au niveau des yeux, des lèvres, elle a une éruption cutanée, elle est fatiguée, elle se sent pas très bien. Et puis elle vous montre le reste de sa peau, puis elle vous dit mais c'est bizarre sur le bras là, quand je me déshabille. Est-ce que ça vous évoque quelque chose en particulier? Exactement, hein. C'est un syndrome de Steven-Johnson. Donc on a un spectre entre le Steven-Johnson et le Lyell. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces deux syndromes? C'est par rapport à l'atteinte cutanée, exactement, hein. Si on est en dessous de 10%, on va plutôt appeler ça un Steven-Johnson. Si on est entre 10 et 30, c'est une zone grise. Et puis au-delà de 30, c'est le Lyell. Les médicaments les plus, on va dire, pourvoyeurs, c'est antibiotiques, anticonvulsivants, INS et évidemment l'allopurinol. Les questions que nous, on va vous poser, hein, si vous nous appelez, par exemple, je suspecte un Lyell, on va vous demander, est-ce que la peau est douloureuse? Est-ce que la peau, elle décolle? Et puis, est-ce qu'il y a une atteinte des muqueuses? C'est généralement ça les plus importants. Comment savoir si la peau décolle? Si vous ne le voyez pas tout de suite. Oui, le signe de Nikolsky. Est-ce que vous savez comment on fait le signe de Nikolsky? Alors, on cherche de la peau atteinte. Et puis, on va aller tout doucement. Ça ne sert à rien de tirer comme ça sur le dos parce que sinon, vous allez tout décoller. On regarde vraiment tout doucement, on regarde si ça décolle. Si ça décolle pas, vous pouvez éventuellement aller avec une pression un peu plus forte et puis vous laisser comme ça. C'est un signe qu'on retrouve dans les toxidermies graves, mais qui peut aussi se retrouver dans d'autres pathologies dermatologiques, notamment les maladies auto-immunes bulleuses et puis des maladies infectieuses comme l'épidermolyse aiguë staphylococcique. Pour nous aider à savoir le risque pour le patient, donc on a le score 10. Comme vous le savez, une réaction médicamenteuse comme un Lyell, c'est un score qui engage la vie du patient. Donc on doit un peu s'orienter sur qu'est-ce qu'on va pouvoir lui proposer. Et donc ce score 10 nous aide. C'est des patients qui sont admis aux soins intensifs. L'anamnèse médicamenteuse doit être détaillée. On veut tout savoir jusqu'à même la photothérapie. C'est une biopsie qui doit être faite rapidement. Si c'est sur la garde, tout le monde se déplace. Et puis, c'est des patients qui décollent, donc ils sont plus à risque d'infection. Donc, ils ont souvent des fautiers bactériologiques et mycologiques au niveau des zones décollées. Et puis, en soins intensifs, la question, c'est traitement de support et peut-être immunosuppression. Mais quel est le traitement principal à faire si le patient a une réaction médicamenteuse? Stop, exactement. On arrête tous les médicaments suspects. Hein, et puis, on va à ce moment-là faire des tests qu'on appelle de transformation lymphocytaire. Donc, on va prendre du sang chez les patients qu'on enverra à Berne. Ça va nous permettre un petit peu de nous aiguiller sur quel est le traitement le plus à risque. Mais vraiment, le message, c'est on arrête tout. On fait des soins de support et selon la score de sévérité et la survie du patient, on va discuter des immunoglobulines ou les immunosuppresseurs. Là, j'ai un autre cas dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. C'est un cas pédiatrique, mais c'est quand même quelque chose qui est important de connaître. Elle a 3 ans, elle est en bonne santé, elle ne prend pas de médicaments, elle n'a pas de maladie héréditaire connue. Elle a de la fièvre depuis quelques jours. Donc, on lui a donné de l'Algifor et les parents sont très inquiets parce qu'elle a des flictènes dans le cou, autour de la bouche et au niveau des plis inguinaux, elle ne veut plus manger. Est-ce que l'Algifor peut être un responsable de cette atteinte? Oui, dans certaines conditions, je crois. Avec certains virus, si on donne de l'Algifor, il peut y avoir cette réaction. Alors là, c'est par rapport à l'aspirine, je crois, et puis les Zona ou les varicelles. Est-ce que les Coxsackie font des flictènes aussi? Les virus Coxsackie font des primaires? Non, ils vont plutôt avoir des lésions palmoplantaires dans la bouche. C'est un autre suspect. C'est le staphylocoque. Il y a un syndrome d'épidermolyse staphylococcique. Et puis là, cette petite, elle a 25% de la surface touchée avec visage, cou et plis inguinaux. C'est un syndrome que je voulais que vous connaissiez parce qu'il arrive plus fréquemment chez les enfants, mais il est aussi présent chez les adultes parce que la toxine en fait du staphylocoque qui crée en fait le décollement cutané
ne va pas être éliminé correctement par les reins, et les patients qui ont des insuffisances rénales peuvent faire ces genres de pathologies. Il peut y avoir un œdème facial, des croûtes et une desquamation au niveau des suites de friction. L'atteinte, elle va être plutôt cutanée que vraiment très érosive au niveau des muqueuses, donc ça peut nous permettre un petit peu de différencier. Et le traitement est complètement différent, c'est des antibiotiques. Donc c'est pas tout arrêter, mais c'est plutôt de traiter avec des antibiotiques. S'il y a un doute, de toute façon, la patiente sera vue et à la biopsie, on peut facilement faire la différence entre les deux pathologies, entre une réaction médicamenteuse type toxidermie laïeul et puis le SSSS. On passe à un autre cas, on va parler de purpura, et puis une patiente de 20 ans, elle a de la fièvre qui est très élevée, des céphalées importantes, elle est légèrement somnolente, vous calculez le Glasgow à 15, elle a des pétéchies diffuses, et puis quand vous l'examinez, il y a un purpura qui est très étendu et confluent. À quoi vous pensez? Méningococcémie, exactement. On va appeler aussi le purpura fulminante. Donc là, la prise en charge hospitalière, elle est urgente. Les patients vont nécessiter une antibiothérapie très rapidement. C'est une forme de sepsis qui est caractérisée par ce purpura qui est confluent, qui est même parfois nécrotique. Et le traitement doit être agressif avec des antibiotiques. C'est dû à une CIVD, donc il peut y avoir même des micro-embolisations. Donc la prise en charge, parfois, elle est chirurgicale. Et puis, généralement, c'est le Neisseria meningitidis, mais il y a eu d'autres infections bactériennes, notamment le Streptococcus pneumoniae, qu'on a retrouvé pour des purpura fulminantes. De manière un peu plus fréquente, on a une patient qui consulte et lui, il a eu la fièvre, il a des douleurs articulaires, il a un peu mal à la gorge. Il vous dit qu'il a des lésions cutanées un peu particulières qui sont apparues sur les pieds puis qui remontent en fait au niveau des jambes. Là, cette fois, ça touche les fesses, les bras. Il est un petit peu inquiet. Puis surtout, ce qui l'inquiète, c'est qu'il a eu des douleurs abdominales et puis il y a eu du sang dans les selles. Vous, quand vous le voyez, vous touchez, puis le purpura, il est palpable. Puis vous le voyez vraiment disséminé sur le tronc. Est-ce que ça vous évoque une pathologie en particulier? Enoch Line, exactement, qu'on appelle maintenant la vasculite IgA, qui peut faire une atteinte cutanée, articulaire, digestive. Est-ce qu'il y a une autre atteinte que la vasculite IgA peut faire? Qu'on redoute. Oui, je l'ai entendu. Rénale, exactement, c'est juste. Donc, pour la vasculite IgA, on va faire 6 sédiments urinaires pour chercher l'atteinte rénale. On recherche l'infection sous-jacente, généralement, c'est souvent du Nungenous streptocoque, dans la plupart des cas qu'on a vus récemment. Et puis, par contre, important, c'est que là, le patient présentait des hématémèses. Les vasculites à IgA dans des poussées, elles peuvent avoir une atteinte de la muqueuse digestive. Donc, s'il y a des symptômes, c'est un angiocété thoraco-abdominal en urgence. Et c'est des patients qui vont même des fois nécessiter d'être pris en charge aux soins intensifs. Parce que leur risque digestif, à ce moment-là, est beaucoup plus grave que le risque de l'atteinte rénale. Mais par contre, l'atteinte rénale, on doit la suivre, on va voir ça après, sur combien de temps? Vous suivez, il n'y a pas d'atteinte rénale, il n'y a toujours pas au bout de 3 mois, est-ce qu'on va continuer à suivre 3 mois après la poussée? Le patient, il ne veut plus venir à votre cabinet, il en a marre. On la suit en tout cas jusqu'à encore une année. Donc au départ, en fait, l'atteinte rénale n'est pas toujours présente au moment de la poussée cutanée. On doit la suivre quand même, évidemment de manière plus rapprochée, parce que statistiquement, elle a plus de chances d'arriver dans les premiers mois que dans l'année qui suit, mais on va quand même la suivre jusqu'à une année. D'accord. Il reste combien? On est déjà arrivé au temps imparti, mais on a commencé avec un peu de retard, donc je pense qu'on a encore 2-3 minutes. Non, mais de toute façon, il n'y a pas de questions supplémentaires en ligne pour nous. Ok, parfait. Je voulais vous laisser avec ça. Vous allez avoir une présentation par la suite, mais une nouvelle lésion qui ne cicatrise pas, pensez toujours à une origine tumorale. Vous allez avoir la présentation du docteur Quenen. Par contre, les patients qui consultent pour les grains de beauté, n'oubliez pas, grain de beauté nouveau, bizarre. Il est asymétrique, il est grand, il ne ressemble pas aux autres. Il y a aussi tous les boutons bizarres qui grandissent. Le patient, il est allé en vacances et puis s'est coupé il y a 3 ans. Puis il y a toujours ce bouton
qui est là, mais oui, mais il s'est coupé. Mais en fait, n'oubliez pas que là, il n'y a pas vraiment de signe. Pensez toujours à une origine tumorale et notamment le mélanome qui fait partie de nos urgences. Généralement, on va vous parler de la règle ABCD. Il y a aussi le vilain petit canard et puis l'inquiétude du patient. Donc, le patient qui est inquiet, ce gain de beauté qui n'était pas là avant. Ça, nous, on le prend toujours en compte. Voilà, merci beaucoup.